Salut, alors aujourd'hui on va s'intéresser à cet appareil, appareil qui m'a été prêté par l'université de Louvain en Belgique, qui n'est pas très loin d'ici, où j'ai passé une journée un dimanche assez extraordinaire, où j'ai rencontré une personne qui travaille là-bas, qui m'a fait visiter les locaux, et donc locaux dans lesquels je vais retourner courant mai, où je vais ramener l'appareil. Et je pense que ça va être très très intéressant de montrer quelques trucs qu'ils font là-bas où c'est vraiment d'enfer. Donc j'ai reçu ce gros oscilloscope Agilent qui, si je pouvais leur vendre, pourrait finir de rembourser ma maison que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est le même que celui que, enfin la même gamme que celui que Dave Jones a une fois ramené, qui valait une vraie fortune. Alors ça, ce sont vraiment des oscilloscopes de très très haut de gamme. Alors cet oscilloscope était en panne, il ne démarrait plus, il avait un problème d'alimentation. Il a un autre problème, mais là que je ne peux pas résoudre parce que je n'ai pas la doc, évidemment. Donc en fait, je n'ai pas pu le filmer en temps réel, de filmer la réparation en elle-même. Bon, je vais en parler et parler de toutes les étapes que j'ai rencontrées, toutes les pannes que j'ai résolues et les techniques utilisées pour résoudre ça. Néanmoins, bon, cet appareil-là, il fonctionne, on voit les quatre canaux. Donc c'est un oscilloscope qui a une bande passante jusqu'à 8 GHz, c'est pas le plus haut de gamme de la gamme, qui monte jusqu'à 13. 4 canaux, 40 giga échantillons par seconde. Donc nos petits oscillos à 1 giga, c'est vraiment on est chez Fisher-Price, on n'est pas chez les grands. C'est un appareil qui valait à peu près 75 000 euros quand il est sorti, sans option. Celui-là, bon. C'est un système qui fonctionne sous Windows XP, qui est tactile. On peut bouger les traces, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est vraiment un appareil d'enfer. Alors, comme ce sont des appareils haute fréquence, ce sont des appareils qui ont vraiment des entrées ici. Elles restent BNC parce que les fréquences ne sont pas aussi élevées que ça. Mais il y a quand même une certaine fragilité dans les étages d'entrée, dans les front-end. Ici, on ne peut pas mettre plus de 5 volts en entrée parce que ce sont des entrées à 50 ohms et qui sont vraiment dans des contextes de haute vitesse. Donc avec ça, on peut tester du Serial ATA 3, on peut tester du PCI Express, on peut faire des choses vraiment de très haut de gamme. L'USB 3, toutes ces interfaces très haute vitesse peuvent être étudiés par ça. On peut étudier les diagrammes de l'œil de ces signaux-là, l'intégrité, évaluer des pré-égalisations qui permettent de rattraper les pertes dans les câbles. On peut vraiment faire des tas de choses. Bien entendu, il y a énormément d'options qui valent des fortunes que l'on peut rajouter, qui permettent de faire différents types d'applications. On peut travailler avec des applications GSM, on peut travailler avec vraiment tout ce qu'on peut imaginer de technologie actuelle. Donc voilà, c'est un appareil en panne, donc c'est un sacré défi. Et d'ailleurs, c'est quand même quelque chose où on transpire un peu lorsqu'on commence à bidouiller là-dedans, parce que quand même, j'avais quand même pas le droit de le casser, même s'il ne fonctionnait pas au départ, c'est pas une raison pour casser tout ce qu'il y a derrière. Ce sont des appareils relativement bien conçus, mais bon, on a quand même quelques appréhensions, c'est autre chose que de réparer un petit machin. Donc voilà, on va regarder un petit peu toutes les étapes du dépannage qui ont eu lieu, les pannes qui ont eu lieu, et voir un petit peu comment j'ai résolu ça. Alors, l'avantage de cette réparation, c'est qu'elle fait appel à plusieurs techniques pour pouvoir s'en sortir. Des techniques qui sont quelquefois un peu limites parce que ce sont vraiment des appareils difficiles à maintenir. Ils utilisent des techniques et des composants et des manières de monter les choses qui ne sont pas simples à manipuler. Mais bon, là c'était plutôt un problème d'alimentation, donc ce qui n'est pas heureusement un problème de carte d'acquisition où là c'est même pas la peine, de toute façon il n'y a aucune doc. Malheureusement, Agilent, Keysight si on veut, Tektronix et les autres maintenant ne fournissent plus des manuels de service comme ils le faisaient à l'époque, malheureusement. Ils ont des manuels de service, mais c'est vraiment juste pour dire comment on le démonte et comment on le remonte et comment on change une carte. C'est-à-dire, en gros, il n'y a rien dedans. Malheureusement, il n'y a plus les schémas, il n'y a plus rien, donc on ne peut plus rien faire. C'est dommage. Bon, il faut dire, avec des systèmes de ce genre, dedans, on a des ADC de très haute vitesse. Bon, s'ils crament, ils crament, c'est tout, on ne peut pas faire grand-chose. Après, ça va directement dans des FPGA. Si on n'a pas le hardware, enfin le câblage, et encore, si on l'avait, j'imagine, je ne sais pas si c'est en VHDL ou autre, mais disons que ça risque d'être un petit peu chaud à comprendre. Et après, derrière, on se retrouve avec des circuits qui sont complètement emmitouflés dans des blindages, qu'on ne peut pas alimenter s'ils ne sont pas dans leur blindage.
qu'on on ne peut pas mettre des sondes dedans parce que tout est fermé. Et derrière, en plus, il doit y avoir genre 8, 10 ou 12 couches. On ne sait pas qui va où là-dedans. Enfin, c'est l'enfer. Dès qu'il y a une panne là-dedans, c'est quasiment impossible de réparer si on n'a aucune doc. Soit on a un énorme coup de bol, ce qui est peu le cas dans ces... Mais bon. Néanmoins, ici, le problème était au niveau de l'alimentation. Et cet appareil-là a une alimentation assez simple. C'est une alimentation unique qui fournit que du 12 volts. C'est tout. Il y a quand même une alimentation secondaire de 5 volts, comme souvent, dans ce style d'alimentation, qui sont en fait des unités de puissance qui sont fournies dans les serveurs. Ce sont des unités de puissance, souvent mises d'une manière redondante, qui sont là pour alimenter des lames. Et ce sont en fait des alimentations compactes, puissantes, très 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 denses en interne, et qui, vu les courants en jeu, utilisent des technologies qui sont moins rencontrées habituellement. C'est une alimentation ici intérieure de 1200 watts, 12 volts, donc ça peut sortir 100 ampères. Donc dès qu'on commence à taper là-dedans, on a des contraintes qui déboulent et le fonctionnement est très particulier. Donc on va aller voir un peu l'alimentation, quels étaient les problèmes dedans et le cas particulier de cet oscilloscope-là qui utilise une alimentation en fait du commerce, mais si on l'achète dans le commerce, on le met, ça ne marche pas, malheureusement. Donc on va voir pourquoi et après on va voir les pannes, la panne qui a, enfin oui, on va appeler ça une panne. Disons le fait que l'alimentation du commerce qu'on achète ne va pas dans l'appareil et comment modifier l'alimentation pour que l'appareil l'accepte. Après on parlera d'une autre panne qui l'appareil a toujours, malheureusement je ne peux pas la réparer parce que j'ai aucune doc ni rien, hein, c'est un problème d'étage d'entrée. Hein. Je montrerai un peu comment ces oscilloscopes fonctionnent, enfin, je suppose, parce qu'en général ils fonctionnent comme ça, ce sont des oscilloscopes très 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 avancés au niveau de l'étage d'entrée. Au-delà des fréquences en jeu, ils ont aussi une gestion du gain qui continue malgré tout, malgré des calibres en 1, 2, 5 habituels, on peut aussi travailler des gains progressifs, enfin, c'est extrêmement complet, on peut faire beaucoup de choses. Et on va regarder un peu justement la panne qu'elle a, ce que ce serait à faire si je savais où ça se passe réellement. Donc voilà, on va étudier un peu ça, ce qui me permettra d'être un support pour parler de différentes choses, essentiellement aussi des méthodes de dépannage et surtout des méthodes de démontage que l'on peut rencontrer et qui sont très très délicates si on n'est pas équipé. Voilà, donc maintenant qu'il fonctionne, on va pouvoir passer à quand il ne fonctionnait pas. Alors, dans cette histoire, il y a eu deux étapes, deux pannes, disons deux problèmes différents qui sont enchaînés. Alors, le premier, c'est en fait le problème lorsque j'ai eu l'oscilloscope. Le souci, c'est que l'alimentation d'origine a eu un souci, elle ne fournissait plus de tension, et donc l'université a racheté une deuxième alimentation du même fabricant, qui est quasiment la même, sauf qu'en fait, c'est la version grand public. Et, comme souvent dans ces cas-là, les alimentations grand public ne sont pas toujours toutes les mêmes que celles utilisées par des constructeurs qui ont peut-être souvent, même pas peut-être, souvent des modifications demandées explicitement pour eux. Alors, la particularité de cet appareil, c'est qu'il fonctionne sous 12,6 volts. Il alimente un PC, il alimente tout un système derrière, toutes les cartes d'acquisition, etc. Il y a donc toute une carte qui sert à générer toutes les tensions qui vont être dispatchées partout. Mais comme les PC utilisent du 12 volts hein, pour le fonctionnement interne, il faut une tension légèrement supérieure à 12 volts pour que les régulateurs et toute la partie alimentation sur la carte mère puissent fonctionner. C'est en fait le problème du drop-out sur les alimentations linéaires. Et donc, cette alim devait avoir 12 volts 6 et c'est ce qui est indiqué dans un coin très discrètement sur le manuel de service. Et en fait, la lime qu'ils ont achetée n'atteignait pas les 12 volts. Elle atteignait à peu près 11,8 volts à fond. Alors ces alimes-là ont un petit réglage, un petit potentiomètre qui traîne dans un coin qui permet de faire évoluer entre 11 à peu près, ce qui est à peu près dit, entre 11,4 et 12,6. Mais celles qu'ils ont achetées n'atteignaient qu'à peine 12 volts et c'était pas suffisant pour que l'appareil démarre. Alors, le problème, c'est que ces alimentations-là, déjà, la documentation, c'est de la peau de chagrin, et en plus, elles sont données pour du 12 volts. Donc,
Celle qu'ils ont achetée, malheureusement, ils ne pouvaient pas en acheter une autre. Il n'y en avait plus qu'une de dispo. C'est un modèle un peu ancien qui est mal distribué. On pouvait en avoir, mais il fallait en acheter 5. Hein, voilà. Donc, il fallait réussir à se débrouiller avec cette nouvelle alimentation qui marche. Alors ça, été le premier problème. Et la suite, c'est que j'ai trouvé le moyen de pouvoir modifier l'alimentation pour avoir les 12,6 volts. Mais une fois remonté, pour pouvoir faire les essais, donc tout démarrer et tout, j'ai eu un connecteur SMA, parce que dans cet appareil-là, il y a plein de câbles SMA qui vont se mettre devant. Et donc, en fait, les cartes d'acquisition ne sont pas à l'horizontale sur les BNC d'entrée. Les BNC d'entrée, il y a des câbles qui vont sur les cartes d'acquisition. Et sur les cartes d'acquisition, il y avait ces câbles-là qui pendouillaient. Et il y en a un, que je n'ai pas vu, qui s'est coincé dans une carte à l'intérieur. Et le problème, c'est qu'il a foutu la lime à la masse, mais de manière à un contact qui se déplace, donc qui a fait des étincelles, et la lime s'est retrouvée à ne plus rien sortir. Et là, vent de panique, putain, ça y est, la lime elle est cramée, machin, donc il a fallu absolument la dépanner. Et ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, donc ça va être la deuxième partie de cette succession de dépannage sur celle-là. Alors, on va commencer déjà par comment j'ai pu faire monter la tension d'alimentation de cette alimentation-là à la valeur nécessaire pour que tout le système démarre. L'astuce avec cet appareil, c'est que quand on l'allume, il y a tout qui se fout à fond, tous les ventilateurs, tous les machins, etc. Et après, ça se calme. Et lorsqu'on est à 12 volts, en fait, ça démarre, ça se fout à fond et ça s'arrête. En fait, c'est une stratégie pour faire débiter à fond l'alimentation pour voir si elle soutient la charge, si la tension reste constante, suffisante, et après, ça revient à la normale. C'est en fait une sorte de diagnostic de démarrage. Si ça s'effondre à ce moment-là, il se met en rideau et il ne démarre plus. Et c'est ce qui se passe quand on met juste 12 volts. Ça démarre, mais ça s'arrête. Parce que dès qu'on commence à tuer du courant, ben, l'alimentation a tendance un peu à... Hein, et donc ça passe en dessous de à peu près 12 volts et ça se met en sécurité. Et c'est ce qui se passe. Alors, le problème, c'est que c'était pas de bol. Parce qu'ils auraient très bien pu tomber sur une alim du commerce qui était dans les clous. Mais c'est dans les tolérances. Donc c'est une alim fixe, c'est une alim de 12 volts, elle fait pas 12,6, elle fait 11,8, ben tant pis, hein, c'est comme ça. Alors, sur cette alimentation-là, alors là je l'ai, elle est démontée, hein, c'est cette forme d'alimentation, donc elle fait 1200 watts, hein, c'est quand même un sacré bestiau, elle débite 100 ampères sous 12 volts. Cette alimentation-là, un petit potentiomètre est disponible à l'extérieur, donc qui fait un petit peu varier, mais à fond, on atteignait à peine 12 volts, c'était pas suffisant. Donc il a fallu trouver le moyen d'essayer de booster un peu ça. Alors, en fait, c'est très simple à faire, du principe. Mais j'ai pas commencé par ça. En fait, derrière, il y a un connecteur avec tout un lot de broches où on peut faire des tas d'opérations. Déjà, cette alimentation-là, il faut déjà la faire démarrer, toute seule. Pour la faire démarrer, en fait, il y a une broche à mettre à la masse ici. C'est en fait un soft start qui existe naturellement. Cette alimentation-là n'a pas de tension de sortie quand on la branche. Il faut mettre un strap. Donc il faut prendre la dock, il faut essayer de retrouver le caisset. On met le strap et elle démarre. Ensuite, il y a d'autres broches où on peut mettre une tension variable et faire évoluer la tension de sortie en fonction de cette tension variable. C'est une des manières multiples de faire changer la tension de sortie. Il y a le potentiomètre là, il y a cette tension, on va dire, analogique qu'on fait rentrer. Et il y a aussi la programmation I2C, si on veut, pour pouvoir aussi changer ça. Donc ces trois systèmes-là fonctionnent et cohabitent ensemble normalement. Ce qui est évidemment pas le cas de toutes les versions. Celle d'Agilent n'a pas de I2C. Elle a la tension analogique d'attaque variable et elle a le potentiomètre. L'autre alimentation n'a pas la tension analogique d'attaque. Il a fallu que je le découvre. Il y a deux transistors qui ne sont pas peuplés sur la carte qui permettent de le faire. Quand on les met, là, on peut régler, mais naturellement, quand on le sort de la boîte, on ne peut pas. Il y a juste le potentiomètre qui n'est pas suffisant, et il y a l'I2C dont on n'a strictement aucune idée du protocole et des registres qui y sont associés. Donc, il y a juste le potentiomètre qui peut fonctionner. Et donc, avant de se rendre compte que le truc n'acceptait pas de tension analogique, j'ai quand même utilisé sur cette alimentation-là une alimentation 5 volts secondaire qui existe en permanence,
qui permet d'alimenter ces broches-là. Bon, comme rien ne se passait en sortie, il a fallu aller voir, suivre les pistes et voir sur une des cartes de commande. Alors c'est assez compact, hein, ce truc-là. Et il y a des tas de cartes verticales, ici, qu'on voit ici et là, sur le châssis. Il y a des cartes verticales ici, il y en a un peu partout. Ce sont des modules, en fait, c'est les modules de logique qui sont là. Et il y en a un qui reçoit cette broche-là. Et quand on regarde de plus près, on voit que la broche arrive sur deux pads, enfin deux lots de pads non peuplés. Et quand on regarde celle d'Agilent, ces deux pads-là ont des transistors, alors que celle du commerce n'est pas peuplée. Et étonnamment, celle du commerce qui est complète, sauf ça, ne peut pas être réglée de cette manière. Alors que c'est dit que c'est possible sur, évidemment, le datasheet. Donc, en prenant les transistors de la version Agilent sur l'autre, j'ai pu faire des réglages et réussir à aller à peu près à 12,2 au maximum. Ce qui n'est pas suffisant. En fait, en remettant l'alimentation, le système s'est mis à refonctionner. Et puis la fois d'après, il a eu plus de mal à fonctionner. Et puis la fois d'après, il ne démarrait plus. Et en fait, il est revenu à 11,8 et 11,9. Il est revenu à cette valeur-là. En fait, ce pilotage, il s'est un peu affaibli. C'était pas suffisant. Il fallait vraiment monter à 12,6. Vraiment, c'est la tension attendue pour pouvoir fonctionner. Donc, piloter par l'extérieur, c'est un échec. Ça ne fonctionnait pas. Fausse alerte. Donc, le seul moyen, c'est de hacker le potentiomètre de réglage. Donc pour ça, en fait, conceptuellement, c'est simple. Le potentiomètre, lui, c'est une résistance variable, et donc il a une plage de résistance qui correspond à sa plage de variation de tension de sortie. Eh bien, le moyen d'étendre la plage, c'est d'étendre cette plage de variation de résistance. Le problème ici, c'est que pour avoir la tension maximale, le potentiomètre est embuté à 0. C'est-à-dire qu'on ne... s'il avait été embuté au maximum, il suffisait d'augmenter la résistance du potentiomètre pour pouvoir réussir à avoir plus de tension. Là, c'est dans l'autre sens. Malheureusement, on ne peut pas hacker le potentiomètre lui-même vu qu'il est en court-circuit quand on a la tension max. Mais si on suit un petit peu, ça c'est un coup de bol parce que là, c'est implémenté comme ça, mais ça aurait très bien pu être beaucoup plus bordélique. En fait, sur cette plaque-là, le potentiomètre est en série avec une petite résistance CMS qui est juste à côté. Cette résistance-là, c'est une résistance, alors je ne sais plus la valeur, je crois qu'elle fait 18K ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas le prendre au pied de la lettre, mais je crois que c'est ça. Je dois avoir le module sur lequel c'est. Bon, c'est une petite résistance du 0603, donc là je ne peux pas lire comme ça. Disons que c'est une résistance, je crois, de 18K ou 1K8. 1K8, c'est ça. C'est une résistance de 1 kΩ/8 qui est en série avec le potentiomètre. Donc, si on veut augmenter le truc, il suffit de diminuer encore cette résistance-là. Alors, le moyen, d'abord, il faut bien voir que ce module-là est monté. Hein, là, je l'ai enlevé parce que c'est la deuxième panne qui m'a forcé à l'enlever. Mais il est monté, évidemment, du mauvais sens. C'est-à-dire que, si on regarde un peu plus près le module, j'essaie de... En fait, le module, il est là, il est sur cette longueur-là, hein, ça, il se met comme ça, et bien sûr, il est dans le sens où je n'ai pas accès à la résistance qui est de l'autre côté, qui est du côté du potentiomètre qui est là, il est ici, là. C'est le truc noir là, et la résistance, elle est juste à côté. Donc, elle est quand même un peu accessible. Ça, l'avantage, c'est qu'elle est quand même un peu accessible par le dessus. Donc, c'est accessible, mais je ne peux pas l'enlever et la remplacer par autre chose. Je ne peux pas souder un CMS par cet endroit, c'est pas accessible, ce serait trop le bordel. Donc, le moyen de l'abaisser, c'est simplement mettre une résistance en parallèle dessus. Donc, vu que l'ajustable fait 200 ohms, la résistance fait 1K2, 1K8, donc le tout fait 2K, pour essayer d'abaisser de 10%, on va dire, en fait, en calculant en gros, on se retrouve à mettre juste une résistance d'une vingtaine de kΩ en parallèle. Et c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai pris des résistances, alors là elles sont toutes petites, c'est des résistances trous traversants, parce que là je peux les former les pattes de telle sorte qu'ils passent du potentiomètre, qu'il aille à un côté de la résistance CMS, et donc résistance de 20 kΩ, de 1/16 de watt, ce qui est énorme par rapport au reste, mais bon ça passe très bien, on peut le mettre, on peut utiliser un VIA qui est à côté de la résistance comme point de soudure, et une des pattes des potentiomètres, l'ajustable de l'autre côté, en mettant ça en parallèle. Eh bien, on change la plage de réglage et je pouvais aller jusqu'à 13,2, 13,3. Donc,
En mettant cette résistance-là, je suis passé de, on va dire, de 11 à 11,8, 11,8 à genre 11,6 à 13,2, quelque chose comme ça. Donc j'ai pu augmenter la plage, passer dans une tension supérieure et le régler à 12,6 exactement. Et à partir de ce moment-là, ben, tout a fonctionné parfaitement. Donc ça, c'est une manière qu'on peut trouver pour changer des plages de réglage de l'alimentation. C'est que souvent, il y a un potentiomètre, une résistance en série, hein, parce que on veut juste une plage sur une valeur. Ici, on veut 10% aux alentours de 12. Donc il y a la résistance d'un K8 qui met à 12 et l'ajustable qui fait de chaque côté, à peu près. Ou qui met en fait plutôt à 11,4 et l'ajustable qui fait le reste. Donc il y a souvent une résistance à côté et il suffit de faire varier cette résistance à côté pour pouvoir changer la plage ou l'élargir, hein, tout dépend. L'ajustable permet d'élargir la plage, l'autre permet de la déplacer et l'élargir un peu parce que le rapport entre les deux va changer. Mais bon, disons que c'est un simple diviseur, hein, la piste qui est commune aux deux, au potentiomètre et à la résistance, elle, c'est la piste qui va aller quelque part dans un comparateur, un ampli ou quelque chose, et qui va faire que l'asservissement va obtenir telle tension. Donc c'est comme ça que ça a été résolu. Et c'est en remontant cette alimentation réglée qui tournait, etc., que la prise s'est coincée en dessous, je ne l'ai pas vue. Les autres pendouillaient, celle-là elle pendouillait pas. Malheureusement il y avait plein de fils, donc, et là, malheureusement la lime en rideau, elle ne sortait plus rien. Et alors là, il a fallu la réparer, parce que là elle était vraiment tombée en panne. L'autre, c'était pas une panne, c'est qu'elle était hors des plages. Là, elle était en panne. Il a fallu trouver la cause. Et donc, avant de parler de cette panne-là, on va regarder un petit peu plus près l'alimentation, comment elle est, hein, globalement, et comment ça a été réparé. Hein, par quel biais, et surtout les difficultés pour les réparer au niveau pratique. Parce que trouver la panne est une chose, c'est pas trop difficile finalement. Mais le problème, c'est la réparation elle-même, surtout sur ces alimes qui ont des cartes en fichier les unes dans les autres sans connecteur. Ce sont des cartes soudées directement et c'est extrêmement chiant à réparer. Et il n'y a pas 36 000 solutions pour le faire sans les dégrader. Une fois que c'est dégradé, c'est mort. On ne peut plus le réparer. Si une des broches est cassée, on ne peut plus le réparer. Si après, il faut tirer des fils ou des choses comme ça, et là, ça devient des trucs hors de question d'avoir des choses foireuses comme ça, pas fiables. C'est comme la honte d'avoir un pauvre strap au-dessus d'un oscillo qui vaut je ne sais plus combien de milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, ça fait un peu bricolage. Donc il faut le faire correctement. Donc on va regarder un peu la lime et en fait la deuxième panne, comment elle a été diagnostiquée et surtout comment elle a été réparée et par quelle technique on peut résoudre ce style de problème sans tout foutre en l'air et avoir quelque chose finalement, on va pas dire comme neuf, mais presque. Voilà, donc ça c'est l'alimentation d'origine. Alors je vais l'utiliser comme illustration de ce que j'ai fait sur l'autre qui est remonté là. Donc comme c'est à peu près les mêmes alimentations, en fait la description que je vais faire est parfaitement légitime ici. Sachant que c'est l'autre alimentation qui a été réparée. Celle-là est toujours en panne et je vais tâcher de trouver la panne plus tard parce que c'est intéressant d'avoir un alim de ce genre, 12 volts 100 ampères, c'est pas mal, c'est quand même un beau truc. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir déjà la structure de ce style d'alim, parce que celle-là est vraiment parmi ce qu'on peut trouver de plus complet dans le genre, contrairement à des alimes de PC ou des alimes de courant plus faible, où certaines parties ne sont pas utilisées de cette manière. Ici, c'est vraiment une alimentation avec vraiment tout ce qu'on peut trouver habituellement dans une alime à découpage. C'est une version à fort courant, donc elle utilise certains principes pour pouvoir gérer ce courant. Hein. Elle est capable d'éviter 100 ampères, hein, 100 ampères sous 12 volts. Hein. C'est une alimentation de 1,2 kW. Il faut bien voir qu'au départ, c'est quand même pas un jouet. Quoi, hein. Donc, et le tout dans un facteur de forme assez court. Ça fait 10 cm sur quelque chose comme 22 ou 25 cm. C'est tout petit hein, comme truc. Alors bien sûr, des ventilateurs de chaque côté, c'est quand même refroidi d'une manière un peu dure quand même. Hein, bon. Mais néanmoins, c'est quand même une alimentation d'assez haut de gamme dans le genre. Et le problème, c'est qu'il fallait trouver absolument la panne. Parce que autant eux, là-bas à l'université, ils ont réussi à en redégoter une, autant maintenant, si on en veut une comme ça, il faut en acheter 5. Et sur commande. Et il y a 16 semaines de délai. Donc
là, pour en retrouver une, c'était même pas la peine. Sachant qu'une alim comme ça coûte près de 500 euros hors taxe. Ben, il y a un moment, ben, s'il faut que j'en achète 5, ne serait-ce que pour réparer la- l'erreur qu'il y a eu, là, c'est quand même assez délicat. Donc, j'étais obligé de la réparer. Alors, le problème, c'était quoi? Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de tension de sortie, mais il n'y avait pas de composant qui chauffe, il n'y avait pas de bruit suspect, contrairement à celle-là. Celle-là, quand on la branche, elle siffle. Donc, ce qui veut dire, en général, qu'il y a un problème dans la conversation entre l'oscillateur d'entrée et la tension de sortie. En général, c'est plutôt l'étage d'attaque qui a un souci. L'étage de sortie, je vais faire les blocs après, mais l'étage de sortie, lui, fonctionne, mais il n'est pas piloté correctement parce que l'étage d'entrée, lui, ne oscille pas ou n'arrive pas à compenser quelque chose qui ne va pas. Donc, l'autre, l'étage d'entrée avait l'air potable, avait l'air correct. L'étage de sortie avait l'air correct. Donc, la seule solution, c'est qu'il y a un problème de pilotage dans l'étage de sortie. Alors, on va voir un peu les blocs avant d'aller plus, avant d'expliquer plus le style de panne. Alors, cette alimentation-là, bon, elle est assez rationnelle, hein, elle est bien, il y a vraiment des sections extrêmement claires et précises. Alors, j'ai tenté de les expliquer un peu sur celle-là. Bon, le gros connecteur, lui, contient tout. Le 220 volts, les sorties, les signaux de contrôle. Hein. C'est un connecteur, ce genre de connecteur, on les retrouve dans d'autres. Hein. Donc, le 220 volts arrive là. Donc, le 220 volts arrive sur ce circuit vertical qui n'est autre qu'un système de filtrage. Alors, qu'est-ce que ça contient? Ça contient des selfs en mode commun, c'est-à-dire deux bobinages ensemble qui sont bobinés dans le même sens pour les deux fils. Donc il faut bien voir que bien sûr les fils sont isolés l'un de l'autre. Il y a des fils verts ici, il y a une gaine autour. Donc qu'est-ce que ça fait? Simplement, pour un signal qui serait sur les deux fils en même temps, ça se comporte comme une self. Par contre, pour les deux signaux qui rentrent et qui sortent, donc évidemment le courant qui rentre et qui sort, les selfs sont quasi inexistants parce que ce flux magnétique s'annule parce que les deux courants vont dans les sens opposés. Donc ce sont des selfs qui ne servent qu'à enlever les bruits qui pourraient être communs aux deux fils. Mais ça ne sert pas uniquement à faire rentrer, à empêcher des parasites de rentrer, parce que de toute façon, ici, ça va être redressé, ça va être remis par un oscillateur, repassé, etc. C'est surtout pour éviter que des parasites sortent, parce que ce sont des vrais générateurs de bruit. Hein, ça, faut bien voir que des alimes à découpage, ça génère un barouf pas possible. Pas forcément sur la tension régulée, mais dans l'environnement. C'est plein de commutations dans tous les sens, c'est plein de self, c'est plein de pistes. Et donc, les contraintes d'émission de pollution électromagnétique sont extrêmement importantes à gérer. Ces selfs-là servent aussi et surtout à empêcher d'avoir de la saloperie qui sorte et éventuellement empêcher que de la saloperie rentre. Mais ça fait partie des trucs obligatoires pour être homologué, ne serait-ce que CE, TUV ou tout ce qu'on veut. Donc ça, ce n'est que du filtrage. En dessous, on a un gros fusible, hein, bah oui, c'est du 100 ampères en sortie, donc c'est un fusible, je ne sais pas combien, il faut calculer. Alors ça accepte entre 90 et 240 volts ou 250 volts, hein, ça accepte tout et n'importe quoi, hein, c'est comme toute la lime de ce genre. Donc cette partie-là arrive directement sur un pont de diode là, qui est sur le radiateur, un simple pont de diode. D'ailleurs en fait c'est pas un pont de diode traditionnel au sens un truc à 4 fils. En fait ce sont des ponts de diode à 4 fils, mais en fait il y a 2 diodes par bout. C'est deux lots de 2 diodes qui sont mis l'une derrière l'autre, alors elles sont fixées ensemble sur le même radiateur. Parce qu'il y a quand même des ampérages, il y a quand même un ampérage assez important. Ensuite, ben, une fois redressé, on va dire, c'est filtré par toute une batterie de condensateurs et des selfs. Il faut bien voir que dans ces alimes à découpage, contrairement souvent aux alimes linéaires, on utilise beaucoup les selfs pour filtrer. Et on le verra en sortie. En sortie, il y a très peu de condensateurs, mais il y a beaucoup de selfs. En fait, les selfs sont très efficaces aussi pour le filtrage. Et ça a tendance à ne pas trop être utilisé dans les alimes linéaires, et c'est dommage parce que c'est le pendant du condensateur dans l'autre sens, et ça peut être très efficace pour pouvoir faire du filtrage avec finalement, quelquefois des tailles qui sont plus raisonnables. Donc ça, c'est simplement du filtrage, redressement, filtrage de la tension, une tension continue.
tension continue qui va être hachée. Alors le hachage se fait par toute la rangée de transistors qui sont là. Alors ce truc-là fournit deux tensions différentes. Une de 5 volts, ce qu'on trouve souvent sur la dénomination standby voltage. En fait, c'est une tension qui est toujours là, qui sert par exemple, ici, sur certains modèles de cette alim-là, programmer la tension de sortie via un pont diviseur. Mais c'est quelque chose qui permet de faire aussi une mise en veille, de faire un démarrage commandé. Donc il y a une petite alim de 5 volts, 1,5 ampère, qui est fabriquée. Ensuite, il y a la grosse alim, mais en fait, il y a la grosse alim qui est faite par des gros transistors de puissance qui commutent. Alors ici, c'est un système en pont. Alors, comme souvent dans ces trucs-là, ce sont des ponts et des diodes. Alors, la structure, c'est une structure en pont avec des diodes de protection, des diodes de flyback et des diodes qui peuvent aussi servir à d'autres topologies. Mais en fait, ici, on se retrouve avec 6 transistors, 6 diodes. Et en fait, je pense, alors là, je ne suis pas sûr, je pense qu'il y a les 4 transistors ici, les 4 diodes qui vont ensemble, et l'autre qui vont pour pour peut-être la ligne 5 volts. Mais ça me paraît gros pour être... mais c'est possible que ce soit une version en simple pont, enfin un demi-pont, pour pouvoir faire les 5 volts d'une manière indépendante. On va voir que en fait, il y a des parties qui se ressemblent mais qui sont de tailles différentes. Parce qu'il faut bien générer le 5 volts d'une certaine manière. Et je pense que sur cette alim-là, il y a vraiment 2 fois la même chose, une petite version pour le 5 volts et une grosse version pour le 12 volts. Alors ici, donc en fait, on a toute la partie contrôle de l'oscillateur ici qui va en fait hacher la tension continue et l'envoyer vers des transfos qui après vont être redressés. Là, on se retrouve vraiment vers... Faut vraiment voir, ça c'est un truc que j'entends souvent, ce sont des alimentations numériques ou des alimentations digitales, mais en fait non, faut pas du tout imaginer que des alimentations à découpage soient des alimentations numériques ou quoi que ce soit. Ce sont des alimentations analogiques. En fait, l'idée ce serait, on n'aurait pas besoin de faire tout ça si le secteur était à 500 kHz. Si c'était un secteur à des fréquences élevées comme ça, on aurait des toutes petites alimes, on n'aurait que la partie finale. On n'aurait pas besoin de tout ce merdier. C'est ça qui fait qu'on a besoin de tout ça, c'est juste pour changer la fréquence de la tension alternative d'entrée. Pourquoi? Tout simplement parce que les transfos sont beaucoup plus efficaces en haute fréquence qu'en basse fréquence. 50 Hz, c'est vraiment pas beaucoup, et c'est pour ça que les transfos sont gros. Mais si on monte à 500 kHz ou quelque chose comme ça, les transfos ils deviennent minuscules pour les mêmes courants. Donc c'est ce qui se passe ici. Alors ici, on essaie de trouver des transfos. En fait, ils sont là, les deux transfos. Enfin, les transfos, ils sont là. Et c'est là qu'on découvre qu'en fait, il y en a deux. Et en fait, cette alim est coupée en deux. Il y a 2 alimes de 12 volts en parallèle. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de gérer 2 fois 50 ampères que de gérer 1 fois 100 ampères. Donc, en fait, le système de pilotage pilote en même temps 2 transformateurs qui, eux, vont chacun aller dans une branche à eux. Donc ici, on se retrouve avec quelque chose qui est en parallèle. Et quand on regarde, c'est tout petit. Les 2 transfos, il faut bien voir que là, on débite 500 watts par transfo. Ils sont minuscules, ils doivent faire 3 cm de diamètre. En fait, cette alim, d'après ce que j'ai pu trouver, elle fonctionne à 500 kHz. Et avec des bons noyaux magnétiques, qui coûtent assez cher quand même, et une fréquence assez élevée, on se retrouve avec des trucs minuscules. Et pourtant, ça balance 50 ampères par bout. Hein. c'est vraiment extraordinaire. Alors donc cette partie-là, je pense, moi, bon après je ne vais pas faire du reverse intégral de ça, mais cette partie, les 4 transistors ici, avec les 4 diodes là, forment un pont qui attaque les deux transformateurs qui sont là. Les deux ici, en fait, font un demi-pont, parce qu'il y a des structures à demi-pont qui n'ont pas besoin d'une telle complexité que ça, qui sont plus faciles à attaquer. En fait, qui attaquent, alors là on a 2 petits transfos là, qui sont du même genre, qui sont montés sur une carte à part, qui en fait, je pense, sont la même chose que ça en petit, pour faire les 5 volts. Et en fait, on retrouve ici l'équivalent de ça, mais en petit. Et on retrouve évidemment des optocoupleurs. Quand on regarde de plus près, on voit des optocoupleurs. Ici, on voit la séparation entre ce qui va en sortie, donc ce qui va remesurer pour rentrer ici, et toute la partie attaque.
Et ici, sur ce petit circuit, on voit des petits transfos, des transistors. Alors, je ne sais pas si ces transistors-là, eux, servent à la petite alim secondaire, ou si ce ne sont pas plutôt des transistors qui sont sur le petit circuit là. Sur le petit circuit ici, là où il y a les petits transfos, alors je ne sais pas s'il va juste, voilà, les petits transfos, en fait il y a des transistors de puissance en CMS, ça tombe, c'est eux en fait, les MOSFET qui font le hachage pour la ligne secondaire. Je pencherais peut-être plus pour ça. Les deux gros ici, alors je ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement à quoi ils servent. Si c'est un truc annexe, si c'est une topologie particulière à 6 transistors, c'est possible. Hein. J'avoue, je n'ai pas été chercher plus loin. D'autant plus que, comme je n'ai pas dessoudé cette carte-là, ce que je ferai hein, pour pouvoir essayer de la réparer, c'est que je ne sais pas quels sont les circuits d'attaque de cette section-là. Donc je ne sais pas quelle est la logique, donc là je ne peux que faire des suppositions. Alors, ce que je me doute un peu, c'est que ici, il y a un transfo, là, qui lui est en fait un transfo qui est utilisé souvent pour attaquer les transistors de puissance. On n'utilise pas forcément une attaque directe ou des semi-conducteurs. Quelquefois, il y a des topologies où le driver, le circuit de commande, attaque un transfo qui lui attaque les transistors de puissance. Quand on regarde de plus près, en fait, ça a fortement chauffé dans cette zone. Donc je suppose que ce transformateur-là, il est traversé par une tension continue et il chauffe. Et donc c'est pour ça que je pencherais à plutôt un problème d'oscillation qui ne démarre pas, et donc aller fouiller un peu là-dedans pour essayer de réparer cette alim-là. Néanmoins, bon, on voit bien la structure, hein, donc filtrage, redressement, filtrage, hachage, pilotage par cette partie-là, la sortie qui est analysée pour faire une contre-réaction, les transformateurs, et après ben, on arrive là, sur cette zone-là, on voit qu'il y a tout en double, 2 CF, 2 CF, la rangée transistor, les deux transfos, et un truc final là. Alors ici, comme ce sont deux alimes en parallèle, en fait, ils utilisent, ça c'est utilisé assez souvent dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle du O-ring. Le O-ring, bon, c'est simplement le fait de fusionner deux alimes en une seule, et c'est fait ici. Alors ici, ils ne sont pas emmerdés, il n'y a rien. Mais sur l'autre alim, il y a des transistors là. Hein, donc cette partie-là est peuplée. Ici, elle ne l'est pas. Sur la version d'Agilent, elle ne l'est pas. Ils mettent les deux alimes directement l'une sur l'autre, il y a des straps, et puis c'est fini. Mais ici, cette technique permet en fait de fusionner deux sorties d'alimentation. Et en fait, habituellement, quand les courants ne sont pas trop élevés, on utilise deux diodes. Hein, et les deux anodes vont sur la lime et les cathodes, ça c'est pour une alim positive, les deux cathodes se relient entre elles, ce qui évite qu'une alim débite dans l'autre. Hein, s'il y en a une qui foire ou qui a une tension un peu plus faible, ça évite qu'il y en ait une qui débite dans l'autre par superposition de courant. Alors ici, évidemment, comme on est avec des tensions faibles et donc des courants élevés, ben, il n'y a pas de redresseur après ces transfos-là en tant que tel. Et en fait, ils utilisent ce qu'on appelle des diodes parfaites à base de MOSFET. En fait, ce sont des MOSFET qui servent de diodes. Ce sont deux ponts de diodes, mais pilotés par un contrôleur qui a sur cette carte-là. Alors ça, c'est la carte que j'ai dû dessouder, parce que la panne semblait être ici, évidemment. Moi, je vais en parler juste après. Mais disons que ces transistors-là sont en fait vus comme des diodes avec des très très faibles chutes de tension. Hein. À partir d'un certain nombre de courants, on utilise des transistors, hein. On utilise des MOSFET plutôt que des diodes. Donc, ce sont deux ponts de diodes pilotés par ça, parce qu'il faut les piloter, hein, ça ne se fait pas tout seul. Et après, ben, c'est une tension redressée à haute fréquence, filtrée par des selfs et une petite batterie de condensateurs, mais on voit que l'essentiel se fait par des selfs. Hein. Et en fait, sur l'autre alimentation, il y a encore des transistors ici. Mais en fait, ces transistors aussi servent de diodes pour faire le O-ring, c'est-à-dire substituer des diodes habituelles par des transistors, eux, qui vont faire la fusion des deux alimentations. Donc voilà, c'est tout bête. Bon, c'est une alimentation complexe parce que les contrôleurs sont assez complexes. Hein. Mais sinon, on peut retrouver tout ce qu'on veut facilement à ce niveau-là quand on regarde un peu plus près. Donc après, ben voilà, c'est double face, en fait c'est du même du 4 couches, avec peuplé d'un côté, peuplé de l'autre, il y a plein de petits machins partout, enfin, c'est vrai que c'est intimidant quand ça tombe en panne et puis qu'on se retrouve avec tout ce merdier à essayer de voir, quoi. C'est pas évident. Mais quand on commence à sélectionner les zones, les fonctionnalités, etc., on arrive vite à
trouver l'endroit. Sachant que quand une alim est en panne, en général, on essaye de ne pas avoir à la brancher pour faire des mesures. Bon, quelquefois, on est obligé de le faire parce qu'on n'a aucun indice. Mais le problème, c'est quand une alim fait sauter les fusibles, on ne peut plus la brancher. Quand une alim ne démarre pas, on peut avoir un composant qui chauffe à mort, comme ce transfo qui a vraiment des marques de noir un peu partout, ça veut dire que ça chauffe, quoi. Donc c'est difficile d'aller mesurer et d'alimenter. Alors, comme en plus ce sont des alims à découpage, on ne peut pas utiliser aussi facilement des autotransformateurs pour faire monter la tension progressivement. C'est assez délicat parce que ce sont des alims qui se contentent de toutes sortes de tensions et ils réagissent de la même manière. On ne peut pas vraiment faire ça, contrairement à des alims linéaires. On ne peut pas aussi facilement faire ça. En plus, le truc extrêmement dangereux avec ça, c'est que souvent, il y a des tas de parties flottantes là-dedans. Et tout est isolé avec des optocoupleurs et on se retrouve par exemple avec des logiques qui sont reliées relatifs au neutre du secteur. Alors, ok, le neutre il est relié à la Terre quelque part, mais bon, après, si on se plante entre la phase et le neutre, la ligne va fonctionner, hein, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que on peut se retrouver avec la masse ici qui est reliée à la phase du secteur. Mais tout est flottant. Donc, avec ça, on prend son petit oscilloscope, on commence à foutre ses ondes et boum, on fait tout exploser. D'ailleurs, ça, c'est... Jamais j'irai foutre un oscilloscope là-dedans, sauf à des endroits très précis en sortie où je suis sûr que tout est relié à la masse, quelque part. C'est une alimentation de classe 2. Il n'y a pas de terre là-dessus. Il n'y a pas de terre. Donc, après, la masse ici peut être reliée à la Terre via l'extérieur, c'est ce qui se passe dans l'oscilloscope, mais ici, il n'y a que phase et neutre. Il n'y a pas de Terre qui déboule là. Hein. Donc, c'est une ligne a priori classe 2, complètement isolée. Donc, les parties flottantes, il y en a quelques-unes, c'est certain. Donc, foutre une sonde là-dessus d'oscilloscope, c'est même pas la peine. Bon, le voltmètre, c'est pas un problème, mais attention, il y a des tensions dangereuses. Ici, on peut se retrouver avec 300 ou 400 volts. C'est un coup à se rester collé et se prendre la châtaigne de sa vie. Hein. C'est mortel. Mais à voir, c'est mortel. Ça a une énergie considérable. Hein. Je répète encore une fois, ces alims-là, c'est mortel. Il faut travailler d'une main. Après, pourquoi d'une main? C'est pour éviter que le courant passe d'une main à l'autre. Si on touche d'un côté et de l'autre, voilà pourquoi on ne travaille que d'une main. C'est des fois pas très pratique, mais on met éventuellement des gants, mais c'est souvent pas pratique parce que les gants bien isolés sont des gants qui sont épais, et donc c'est... Voilà. Quand on éteint, il y a de la charge partout, encore très longtemps. Hein, faut tout vérifier. Alors cette alim-là est assez bien parce qu'elle a tout un système de décharge assez rapide, donc ça va. Mais c'est super dangereux, dangereux, dangereux. Hein. Attention, attention, attention. Donc, maintenant la panne. Comment je décide de dépanner un truc comme ça? Alors, ça c'est rapide hein, sur le principe. D'abord, la première chose qu'on teste, c'est les transistors de sortie. Transistors de sortie, comme il y en a plusieurs fois les mêmes, c'est facile de les comparer entre eux. Souvent, quand les transistors de sortie sont morts, ce sont des courts-circuits. Donc, avec un voltmètre, un ohmmètre, on mesure l'impédance qu'il y a entre gris, drain, gris, source et drain et source. Et souvent, quand il y a un transistor de mort, il y a des courts-circuits ou des résistances très faibles qui subsistent entre les trucs. Si on mesure en sortie et qu'on voit par exemple qu'en sortie on a un court-circuit quasi, ça veut dire que soit le pont de diode d'entrée ou le redressement actif a un court-circuit vers la masse parce qu'il y a un transistor qui a sauté, etc. Donc là, c'est assez facile de vérifier les transfos, les gros transistors, pardon, MOSFET et les diodes, souvent les diodes de flyback et tout ça qui peuvent cramer, qui peuvent faire des courts-circuits aussi. Première chose à tester, c'est ça. Si, comme dans le cas de cette alim, en fait tout semble bon, en fait, ça va être plus dans le problème de pilotage. Alors, le problème de pilotage, là, c'est plus délicat parce que de toute façon, on ne peut pas y couper. On est obligé d'aller voir au niveau des contrôleurs. Le problème, c'est que tous les composants clés sont de l'autre côté. Donc, on est obligé d'enlever ça. Et sur ce truc, c'est la méga galère. Pour des raisons de coût, je pense, ils ont utilisé une technique que je déteste. Ce sont des circuits imprimés dont les broches font partie du circuit imprimé. C'est-à-dire que c'est le circuit imprimé lui-même qui est découpé pour rentrer dans des trous. Ici, on les voit, toute la rangée de trous ici. Ce sont des trous dans lesquels l'autre circuit imprimé va dedans. Alors, ça, c'est le circuit qui a été enlevé. Et on voit que les broches ici, c'est pas
comme une mémoire SD-RAM ou DDR ou chose comme ça, où c'est juste un truc qui va dans un connecteur. Chaque broche, en fait, est un... j'espère qu'il va faire l'ajustement là-dessus, je sais pas si... Ouais, voilà. En fait, chaque broche est une découpe dans le circuit imprimé. Et donc, la partie métallisée, c'est une piste. Et donc, c'est même pas la peine d'essayer de vouloir dessouder ça au fer à souder, parce qu'il faut que tout soit dessoudé pour pouvoir enlever. Le problème de ça, c'est que, ok, on prend de la tresse à dessouder, on aspire la soudure. Alors, pas la peine d'essayer de faire au pistolet à dessouder, ce sont des trucs rectangulaires. Alors, j'ai pas de buse, moi, qui permet de mettre autour. Problème. Donc, on peut pas aspirer d'un côté puis de l'autre. Autre problème, c'est que les broches, qui sont plus petites que les trous, c'est normal, en fait, ça se dessoude très bien d'un côté, par exemple ici vers le bas, parce que en fait les broches sont collées dans les trous oblongs là en haut. Donc on arrive facilement à enlever la soudure en bas, mais c'est quasiment impossible d'enlever la soudure en haut, parce qu'il y a contact physique à ce niveau-là. Si les broches étaient pile poil au milieu avec un jour de chaque côté, ce serait possible. Parce qu'il n'y a pas de soudure sur les côtés, sur les flancs, gauche-droite. La soudure, elle est en haut et en bas. Mais le problème, c'est que ces trucs-là sont fichés. On le voit par exemple ici. Et en fait, il y a un côté qui est... D'ailleurs, on le voit peut-être... Je ne sais pas si on le voit à la caméra, là, si on peut. En fait, on voit que le truc est bien soudé vers le haut et vers le bas, c'est plus loin. Et en fait, on arrive bien à dessouder de ce côté-là, mais pas de l'autre. Et c'est impossible d'enlever la soudure lorsqu'il y a un contact comme ça. C'est quasiment impossible. Alors, il faut bien voir que ça fait 10 cm. Et là, il y a je ne sais pas combien de broches, mais il faut toutes les enlever d'un coup pour pouvoir dessouder ça. Alors, c'est pas la peine d'essayer au fer à souder tout ça en tirant, en se disant bah, peut-être que ça va être une légère déformation, va peut-être faire sortir, c'est même pas la peine. Alors, question, comment j'ai pu enlever ça sans rien endommager et pour pouvoir récupérer le composant en panne. On va en parler après. Et donc là, on va voir un peu comment on enlève cette saloperie. Alors, c'est universel, hein, ce que je vais décrire là fonctionne pour tout. Mais pour ce type de système, je ne pense pas qu'il y ait d'autres méthodes pour pouvoir le faire sans tout détruire. Surtout c'est un truc aussi large comme ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre méthode pour pouvoir le faire tout court. Alors c'est une méthode que je réutiliserai pour cette chose-là. Donc, ici, il n'y avait pas de problème, bon je repars sur le dépannage, il n'y avait pas de problème sur la partie ici, comme il y avait une tension de 5 volts qui fonctionnait et tout ça, donc ça veut dire que cette zone-là, a priori, devait fonctionner. Et donc, il a fallu ici voir la partie de sortie. Et la partie de sortie, elle est pilotée par cette carte-là, la partie d'entrée par celle-là. Donc cette carte-là de sortie, ben, ce que j'ai la chance d'avoir, c'est d'avoir deux alim, donc celle qui est remontée, celle qui est neuve, et celle-là qui est en panne, mais qui n'ont pas la même panne, c'est de pouvoir comparer, ben, rien qu'au voltmètre, comparer les résistances qu'il y a au niveau des broches, par exemple, par rapport à la masse, ou entre elles. Et donc en fait, on fait par comparaison. Quand on a la chance d'avoir deux trucs qu'on peut utiliser pour comparaison, il faut y aller à fond parce que ça permet tout de suite de voir s'il y a des différences. Et ici, il n'a pas fallu bien longtemps pour voir qu'il y avait une broche là-dessus qui était reliée à la masse via à peu près une vingtaine d'ohms, alors que sur l'autre circuit, ben, c'était un peu ouvert comme toutes les broches. Et là, il n'y avait aucune raison, surtout quand en fouillant un peu, on voit que cette broche-là, elle allait plutôt vers un circuit qui était ici. Bon, alors le problème, c'est que le circuit était comme ça. Donc tous les circuits sont de l'autre côté, bien entendu, totalement inaccessibles. Mais il y avait une broche suspecte qui était quasiment à la masse. Et donc, le problème, c'est que il n'y a pas d'autre solution, c'est qu'il faut de toute façon enlever ça pour pouvoir avoir accès à ici, pour aller un peu plus loin dans le diagnostic. Et donc, à part cette différence-là, il n'y avait absolument rien d'autre. Les transistors de sortie, évidemment, eux, il faut aussi les tester de la même manière que ceux d'entrée. Un simple ohmmètre permet de voir dans 95% des cas, circuit ouvert, circuit fermé, sans les démonter, c'est ça l'intérêt. Et là, ils réagissent tous de la même manière, il n'y avait pas de problème. Donc en sortie, ça allait, il n'y avait pas de problème. C'était ici qu'il y avait vraiment une différence. Et donc je me dis, voilà, donc il faut bien voir que il n'y a pas d'autre solution que de sortir ça. Et donc, pour ça, je ne connais qu'une seule méthode qui est très efficace, c'est l'utilisation de soudure à très bas point de fusion. Alors c'est ce qu'on appelle des soudures au bismuth, qui est en fait un autre type d'alliage, qui n'utilise pas le plomb, mais le bismuth. Et en fait, elles ont des points de fusion de l'ordre de 170 à 190 degrés. Et en fait, non seulement ça, mais en plus, elles restent liquides longtemps.
comme on utilise des fers à souder à peu près, je sais pas, moi j'utilise à 350 à peu près, en fait, la soudure va être à peu près 320, 330 et elle va descendre en température jusqu'à peut-être 180, mais elle va rester liquide pendant tout ce temps-là. Et en fait, on peut chauffer toute la rangée avec le fer à souder, donc tourner un certain nombre de fois pour maintenir au chaud. Et pendant ce temps, on tire sur la carte parce que quand on est d'un côté, l'autre bout, il reste liquide. Et en fait, le truc, c'est pas qu'il tombe, parce qu'il y a quand même un peu de frottement, mais il s'enlève tout seul. C'est une méthode assez efficace. Non seulement elle permet de liquéfier sur toute la longueur, parce que c'est la contrainte absolue, c'est qu'il faut liquéfier sur toute la longueur. On ne peut pas enlever la soudure partout, c'est pas possible. Donc, pour travailler là-dessus, il faut, avant première chose, enlever toute la soudure qu'il y a déjà au maximum. Tresse à dessouder, éventuellement pistolet si on peut. Tresse à dessouder, là ça prend du temps. Et on absorbe le maximum. Parce que comme on va mettre de la soudure bismuth, il ne faut pas non plus faire des alliages avec l'autre soudure, ce qui remonte le point de fusion. Donc moins il y aura de pollution avec l'ancienne soudure, plus on sera dans les basses températures et plus il restera liquide longtemps. Donc on utilise ça. Et moi, bon, il me restait un peu de soudure en fil. Alors j'ai tout utilisé parce que en fait cette soudure en fil, on peut la trouver sous cette forme-là. Alors c'est Cheap Quick qui fait ça. C'est en fait ce qu'ils appelle le SMD Removal Kit. En fait, ça sert avant tout à enlever les puces SMD de cette manière. Donc on met de la soudure tout autour de la puce et comme elle reste liquide, on peut l'enlever et après le nettoyer. Le problème de ça, c'est que ça vaut la peau du cul. C'est à peu près 1 mètre. Croyez encore, je suis même pas sûr que ça fasse 1 mètre. Même peut-être moins que ça. Un fil et ça coûte genre 15-20 euros quoi. Ça coûte une vraie fortune. Alors ça, c'est quand on fait des trucs de temps en temps, qu'on n'a pas besoin de beaucoup, on utilise ça. Alors c'est un fil à souder. Ben alors, il faut en mettre très peu. Hein. Faut pas... Alors moins il restera de soudure ici, moins il y aura besoin de soudure. Parce que l'inertie thermique sera quand même suffisante, même si on n'a pas beaucoup. Alors il me reste un bout, il me reste un petit bout là. C'est tout petit, hein, il me reste juste quelques centimètres. Voilà, ça c'est un bout de soudure bismuth. Alors, elle est particulière parce qu'elle est cassante. Elle n'est pas du tout souple. Elle casse très facilement. Et donc, on fait fondre ça. On l'étale sur toute la longueur. Et ça reste liquide pendant 10, 20 secondes, voire 30 secondes. Et on peut, à loisir, descendre le truc en tirant bien droit. Et on n'a aucune contrainte sur les connecteurs. Les températures sont relativement faibles. Enfin, elles baissent vite, mais elles restent liquides. Alors, ça, bon, c'est quand on le fait d'une manière occasionnelle, mais il existe une version à pâte à souder en seringue qu'on peut trouver facilement sur eBay, qui est totalement équivalente et qui est beaucoup moins chère. Bon, là, j'en attends qui devrait arriver. Hein. Là, j'en ai plus, donc je ne peux pas le montrer. Mais on met de la soudure sur tout le long. On utilise un fer à air chaud pour le liquéfier. Donc, pas besoin de contact et on peut tirer derrière. C'est beaucoup plus facile avec de la pâte à souder qu'avec ça. Bon, c'est parce que j'avais que ça sous la main, donc ça a été un peu plus délicat parce qu'il faut passer le fer à souder en permanence autour et tirer de l'autre main. Donc il faudrait une troisième main pour faire ça facilement, mais bon, on y arrive. Donc voilà, ça c'est extrêmement pratique parce qu'avec ça on peut enlever les connecteurs. Par exemple, si on voulait enlever un connecteur comme ça, mais c'est même pas la peine. Si on commence à y aller avec notre petite pompe à dessouder et machin, déjà, il y a une masse thermique gigantesque, donc on n'arrivera même pas à faire fondre la soudure, tellement ça va être... En fait, ça va être un enfer. Même avec ce style de soudure, ce sera un enfer. Je pense que c'est peut-être le cas ultime où c'est vraiment quasiment impossible à dessouder normalement. Mais on pourrait peut-être y arriver avec pas mal de soudure de ce genre. Mais bon, alors attention, ici en plus il y a des composants, donc ça c'est vraiment le cas extrême, je pense que je ne me lancerai pas là-dedans. Même avec de l'habitude, je ne me lancerai pas là-dedans à cause de la masse thermique du cuivre qu'il y a là. Les pistes ici, hein, on ne le voit pas hein, vraiment, mais les pistes ici sont extrêmement épaisses. C'est pas du 70 microns comme on a l'habitude, c'est probablement je sais pas moi, du 105 ou du 140, hein, c'est peut-être du 4 onces ou quelque chose comme ça. C'est extrêmement, ça bouffe toute la chaleur, quoi. C'est infernal. Donc, ne serait-ce que souder des petits trucs ici,
c'est déjà l'enfer pour souder des fils, pour pouvoir faire des expériences, pour essayer d'alimenter, mettre en route la lime et tout, c'est déjà tout un problème. Ou, par exemple, mettre le câble secteur, là. Parce que, évidemment, c'est une prise à la con. Si on veut l'essayer à l'extérieur, il faut une prise spéciale. Donc, on soude le secteur dessus, mais c'est très difficile. Enfin, un très gros fer avec une grosse masse thermique. Donc, voilà. Donc, une fois ça enlevé, voilà, on se retrouve avec le composant sur lequel les pattes vont. Hein, la patte suspecte va sur le composant. Et puis de là, on peut déjà trouver le datasheet, voir ce que c'est, etc. Donc, comme j'ai remonté ma Mantis, on va regarder d'un peu plus près ce composant-là et voir un peu comment c'est fait, hein, qu'est-ce qu'il y a dessus, en gros, hein, comme ça. Et puis voilà. Donc, avant ça, finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu trouver la panne, j'ai pu la réparer, remettre le truc, parce que la panne était bien là-dessus, remettre le truc là, le ressouder normalement, remonter la lime et la redémarrer, et gros soulagement évidemment, hein, là-dessus. Donc voilà, en fait, j'ai pas dit grand chose, ça a l'air de ne pas être grand chose, mais en fait, quand on essaye de dépanner les choses comme ça, il y a toujours des grandes lignes qui sont souvent les mêmes. Les transistors de puissance, ensuite, s'ils fonctionnent, c'est soit l'entrée, soit la sortie, hein, c'est l'un ou l'autre. Quand ça siffle, quand ça fait du bruit, c'est souvent l'entrée. Quand il n'y a rien de spécial là, et qu'ici il n'y a rien qui sort, c'est souvent l'étage de sortie. Hein. Alors, souvent, c'est facile à trouver dans les étages de sortie. Quand ce sont des trucs de puissance qui ont foiré, il y a des courts-circuits partout. Alors, ça peut être des transistors ici, mais ça peut être aussi des diodes qui se comportent comme des courts-circuits. Alors, c'est facile à tester des diodes avec un voltmètre qui a une position diode, on peut aussi les tester dans le circuit. C'est l'avantage. Si une diode a un problème, soit elle a un court-circuit, soit elle est en circuit ouvert, mais elle n'a pas ce comportement asymétrique quand on inverse la mesure, où on se retrouve avec une tension de déchets de 0,4, 0,3, 0,4 volts d'un côté, et puis quelque chose de beaucoup plus élevé de l'autre. On se retrouve avec quelque chose qui est symétrique, ouvert ou fermé. Donc on voit facilement les diodes, les trucs comme ça, qui sont souvent les composants qui foirent, parce que c'est souvent des courts-circuits. Ici, c'était plutôt un driver qui était merdique. Donc alors quand on trouve qu'il n'y a rien de spécial et que la ligne ne marche pas, là par contre, il faut passer sur les modules. Il faut déjà détecter de quel côté ça se passe. Et puis après, voilà, il faut dessouder les modules et puis aller vérifier si on ne voit pas quelque chose de suspect. Des fois, il faut brancher la ligne. Il y a quelquefois des pannes où il faut, si par exemple on a un problème d'asservissement, le problème c'est pourquoi. Alors peut-être qu'il y a un optocoupleur qui a sauté. Alors ça on peut les tester encore. Un optocoupleur, c'est qu'un transistor et une diode LED d'un côté de l'autre, donc on a un comportement qui est toujours à peu près le même. Bon après, un transfo coupé, c'est rarissime. Un petit transistor, alors c'est farci de petits transistors, des petits composants discrets, hein, c'est ça le problème, c'est que des fois il y a un petit transistor qui est foiré. Alors avec de la patience, on peut les tester aussi. Hein. Après, il y a des composants, ici ça peut être des portes logiques, des petits ampli-op, des choses comme ça. Enfin, je le prends à bout de main comme ça, c'est super lourd. C'est pour ça que je le trempe, parce que c'est extrêmement lourd à porter à bout de main comme ça. Il y a toute la ferraille de l'autre côté. Mais bon, ici on peut tester ces petits composants là, mais comme il faut avoir accès aux circuits intégrés qui sont derrière, il va falloir celui-là le dessouder. Je pense que je ferai un épisode pour voir un peu comment dépanner celle-là. Les signes de chaleur et tout ça me forceraient vraiment à penser que c'est cette partie-là qui est en panne. D'ailleurs ici, vu que en fait le composant qui était en panne de l'autre a été remplacé par celui qui était là et que l'autre ligne fonctionne, c'est-à-dire que cette partie-là, ce composant-là fonctionne, et comme il en manque plein, le reste, je pense qu'il fonctionne très bien. Je pense que ce module-là fonctionne sans problème. Je pense que la panne est ici. Et vu qu'il y a un truc qui a bien chauffé là, à mon avis, lui, par contre, c'est pas lui qui fait la panne, mais lui, il l'a subi. Hein, donc, ou alors, lui, il a peut-être un contact entre deux bobinages. Donc, mais ça, c'est facile. Enfin, facile. On peut le tester à l'ohmmètre. Faut se méfier parce que les résistances des bobinages sont toujours très faibles. Mais comme c'est sur des petits trucs, on arrive quand même à faire un discernement entre un court-circuit et la résistance réelle du fil qui est là-dedans. Donc voilà, on va regarder celui-là de plus près et puis voilà, on aura fait à peu près le tour de cet appareil. Donc une fois qu'on a réussi à dessouder tout ça,
en utilisant ces soudures spéciales, ben, on peut enfin accéder à la partie où il y a les composants principaux et voir un peu quelles sont les références de ces composants. Parce que jusque-là, c'est le mystère total. Donc en fait, on déboule sur ce composant sur lequel vont les broches suspectes. Et c'est un composant, en fait, quand on va regarder le datasheet, c'est un simple contrôleur PWM pour des ponts à MOSFET. Donc ce qui est fait ici sert simplement à faire un redressement à partir de transistors, ce qui permet d'avoir des chutes de tension beaucoup plus faibles, surtout quand on a des très gros courants comme ça. Donc systématiquement on utilise ce qu'on appelle des diodes parfaites, mais en fait ce sont des MOSFET commutés en pont pour pouvoir effectivement faire un redressement sans qu'il y ait de dissipation excessive dans les diodes. Il faut bien voir que si la ligne débite, on va dire 50 ampères, si on a des diodes qui ont une chute de tension dans ces courants-là, c'est de l'ordre de 1 volt, ça va dissiper 50 watts. Il faut bien voir qu'on perd du rendement d'une manière considérable. Quand c'est un MOSFET, on peut avoir quelques milliohms. Et donc, ça se comporte comme une résistance. Donc, quelques milliohms, on peut se retrouver avec 100 millivolts. 100 millivolts ou 50 ampères, ça ne fait que 5 watts. Hein, ça change beaucoup de choses. Donc, ce truc-là contrôle simplement les ponts de diode parfaits à base de MOSFET. Et en fait, ici, on se retrouve ici avec 2 sorties, chacune pour chaque branche du pont. Et en fait, lorsqu'on mesure, il y a cette sortie-là qui a une résistance de 20 ohms vers la masse. Donc en fait, l'étage de sortie de la puce est cramé. L'autre se comporte quasiment comme un circuit ouvert. Et ce qui est bien, c'est comme c'est une puce double, hein, pour faire un pont, on peut comparer les 2 sorties. Et en fait, si on regarde là, en fait, ici on se retrouve avec la masse. Et les 4 broches ici correspondent aux 4 branches pour attaquer les ponts de diode. Alors les 2 ponts de diode, parce que ce sont 2 aliments parallèles, hein, les 2 ponts de diode sont faits en même temps. Donc chaque driver pilote les mêmes transistors dans les 2 ponts en sortie. Mais le problème, c'est qu'ici, ok, la puce est morte, mais est-ce qu'elle est morte parce qu'elle s'est surchargée en essayant de rétablir un court-circuit en sortie, ou est-ce qu'elle a subi des dommages collatéraux issus d'un autre composant qui a foiré? Alors, évidemment, il faut être sûr de ça, parce que sinon, effectivement, je vais racheter une puce comme ça qui n'est pas donnée. Elle coûte genre 5-6 euros hors taxe, hein, la puce, hein, c'est quand même, c'est pas donné, mine de rien. Et ce serait con de la remettre et pouf, elle explose juste derrière. Donc il faut quand même aller voir en sortie de ça vers quoi ça va et si en fait c'est pas un composant après qui a fait tout péter. Alors quand on regarde et quand on suit les pistes et qu'on regarde les schémas d'application de ça, cette puce-là n'attaque pas directement des MOSFET. Il y a un composant intermédiaire qui est un driver, hein, qui est une sorte de porte logique, c'est une sorte de bascule RS ou un truc équivalent avec un courant de sortie suffisant, parce que les MOSFET, mine de rien, il faut du courant pour les attaquer. Ce sont des condensateurs, vu du composant d'attaque, ce sont des condensateurs et ce sont des charges assez difficiles à attaquer, mine de rien. Donc peut-être que simplement c'est un des drivers qui a pété, qui s'est par exemple mis en court-circuit, hein, ça arrive souvent, un semi-conducteur qui pète deviennent des barreaux de silicium conducteurs, et en fait a attaqué et a foutu en l'air ça. Alors en suivant les pistes, ce qui est assez facile, on tombe sur ces composants-là, et en fait en les testant tous, ils sont tous pareils, et il n'y a pas a priori de problème à ce niveau-là. Donc c'est lui-même qui s'est autodétruit en essayant de rétablir. Donc ce qui veut dire que ces composants-là sont assez fragiles et ils ne sont pas protégés eux-mêmes a priori. Alors c'est une version relativement ancienne, c'est une amélioration d'une référence assez ancienne, donc qui n'a pas ce qu'on peut trouver actuellement dans les trucs beaucoup plus récents, des protections dans tous les sens, des garde-fous qui traînent par-ci par-là, et des tas de broches dédiées à la mesure de tas de choses et des tas de protections qui permettent d'éviter que ces composants-là sautent d'eux-mêmes. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu dessouder ce module plus l'autre. Hein. Ça, c'est le module donc, de la lime qui a été mise dans la Agilent. Cette puce-là, en fait, elle n'est pas soudée. Hein. Celle-là, c'est celle que j'ai enlevée de l'autre. Et ça, c'est l'emplacement où était celle que j'ai réutilisée pour réparer la lime. Alors, ici, on va parler un peu comment se débarrasser. Comment enlever ce style de composant. Alors, enlever un composant mort, en fait, on ne prend pas trop de précautions, on s'en fout un peu si on le détruit, si on le surchauffe, tout ça. Mais quand on veut enlever un composant pour le récupérer,
ben, on fait de telle sorte que quand même, on ne va pas le détruire parce qu'on a vite fait. Alors, encore une fois, ici, il y a plusieurs méthodes pour enlever ça. Hors de question d'utiliser un fer à souder directement parce que en fait c'est un boîtier SO large et il est assez grand en fait. Hein. C'est assez grand hein, comme puce. Donc il n'est pas possible comme ça naturellement de dessouder toutes les broches en même temps ou à moins que de mettre le fer très chaud et puis mettre beaucoup de soudure. Alors l'autre technique c'est d'utiliser le fer à air chaud. Ça fonctionne bien sauf que ici on voit que la puce est entourée de tas de composants. Alors, le risque ici, c'est lorsqu'on chauffe là, c'est de chauffer tout ce qui est autour et de faire, bien sûr, de dessouder les broches, mais en plus de dessouder des composants qui seraient autour et en plus qui seraient soufflés. Donc, un moyen simple de résoudre ce problème, c'est de mettre des rubans de Kapton qui, en fait, protègent déjà de la chaleur tout ce qui est autour et protègent de l'air chaud, du flux d'air chaud qui pourrait aller autour. Alors le problème c'est que je n'en ai plus sous la main du ruban de Kapton. En plus là on est en bord de carte, c'est pas toujours évident. En plus il y a des composants qui sont beaucoup plus hauts que d'autres. Les capas ici sont beaucoup plus hautes que ces résistances. Ça doit être du 0,603, voire je pense même qu'il doit y avoir du 0,402 qui traîne, comme ici, là, ici, là. Donc ça, le problème c'est que voilà, on a des trucs vachement plus hauts. Alors c'est assez chiant de mettre du ruban ici, alors que là, on a juste les pads là. En fait, le ruban il risque d'être en l'air, il risque de gêner, il risque d'y avoir quand même de l'air chaud en dessous. Enfin, c'est pas c'est pas une situation super idéale. Alors encore une fois, la technique absolument ultra efficace pour faire ça, c'est encore une fois ces soudures basse point de fusion. On met de la soudure partout, on le chauffe et après, pof, il tombe tout seul. Parce que la soudure reste liquide sur tout le tour et les températures en jeu sont beaucoup plus faibles. C'est ça qui est important. C'est que ça reste liquide à des températures beaucoup plus faibles et l'inertie thermique fait que ça reste liquide genre 10 secondes. C'est largement le temps qu'il faut pour faire le tour avec le fer à souder et de l'enlever. Une fois que c'est enlevé, alors chose absolument indispensable, hein, comme je l'ai déjà dit, euh, il faut enlever toute trace de soudure de ce genre pour éviter qu'elle interfère avec de la soudure neuve qu'on pourrait remettre dessus. Hein, parce que ça reste un alliage bas point de fusion. Et bon, c'est pas toujours idéal parce que le problème lorsqu'on mélange les soudures entre eux, c'est qu'on peut se retrouver avec des mélanges intermédiaires qui soit ne sont pas très mouillants, soit font des joints secs, soit ont des points de fusion un peu hétérogènes au sein même de la même soudure, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des soudures qui se solidifient pas de la même manière d'un côté et de l'autre, ce qui donne des contraintes mécaniques sur les soudures. Enfin, ça pose des tas de problèmes super tordus, très aléatoires. Et donc, ce qu'il faut, ben, c'est simple, hein, c'est du flux, de la tresse à dessouder et on enlève le maximum. Ensuite, on remet de la soudure, on remet du flux et on réabsorbe jusqu'à obtenir des pastilles parfaitement propres comme celle-là, sans soudure, sans rien. Et à partir de là, on peut recommencer à travailler. Comme on travaille à des températures plus basses, ça ne détruit pas les pistes, tout est nickel et c'est comme si le circuit était neuf. Alors bien entendu, toujours nettoyer le flux, etc. Donc ça, je vais racheter une puce pour pouvoir refaire ici. Et bon, cette partie-là, cette carte-là, elle fonctionne ici. Hein. Cette carte-là fonctionne, il n'y a pas de problème. Sauf que celle-là, celle de Agilent, il y a plein de choses qui ne sont pas peuplées. Alors, qu'est-ce qui n'est pas peuplé ici? En recherchant un peu, ben, ça, c'est l'interface I2C. Cette grosse puce-là, c'est un contrôleur I2C. Ici, c'est un petit microcontrôleur qui est là, c'est un Atmel. Et en fait, cette partie-là, elle sert à mémoriser des valeurs, à piloter ici cette partie-là qui gère la tension de sortie. Ça sert, alors je suppose que l'Atmel il a un petit DAC qui permet de sortir des tensions avec une tension de référence, puis de piloter les tensions de sortie par programmation. Et donc il y a toute cette partie programmatoire qui est ici pas mise. Donc on ne peut pas piloter, on ne peut pas programmer cette alimentation-là. Ce qui veut dire que Agilent, dans son appareil, n'attaque pas cette alim-là à ce niveau-là. C'est bon à savoir parce qu'on aurait pu très bien tomber sur une alim qui est piloté en I2C par l'oscilloscope. Et alors là, s'il y avait eu un logiciel firmware spécifique pour Agilent, c'était mort. Là, on pouvait même pas... Ou alors, il aurait fallu pomper le firmware qu'il y a là-dedans et le ressortir. C'était pas évident parce qu'il faut en général mettre les microcontrôleurs dans un état particulier. Enfin bon, là il aurait fallu chercher comment reprogrammer, ou alors le dessouder, faire un support, faire un circuit imprimé spécifique pour... voilà, bon.
oui, ça aurait demandé beaucoup plus de travail. Mais là, c'est pas le cas, il y a beaucoup de choses en moins. Et une autre chose qui est en moins, alors ça c'est la partie de l'autre côté, c'est que ici il manque des transistors. Et cette partie-là, c'est celle qui permet de commander la tension avec une tension continue. Hein, on peut piloter avec une tension continue réglable entre 0 et 4 volts et ça permet d'avoir entre 11,4 et 12,6 volts. Mais ici, les transistors n'y sont pas. Alors ces transistors-là, en fait, c'est même pas ça. Là, ici, ils y étaient sur la version Agilent. Je les ai enlevés pour les mettre sur l'autre, pour pouvoir faire le premier essai pour remettre une tension suffisante, mais ça ne fonctionnait pas bien. Mais sur celle du commerce, il n'y a pas ces transistors-là, et j'ai dû les remettre. C'est pour ça qu'ici, il n'y en a pas, mais à l'origine, ils y étaient. Sur la version Agilent, ils y sont. Ce qui est étonnant parce que déjà, il y a plein de choses en moins, mais en plus, ce n'est pas utilisé. Sur le connecteur, ces broches-là ne sont pas connectées. Mais c'est la version du commerce dont le datasheet dit qu'on peut le programmer, eh bien, les transistors n'y sont pas, donc ça ne fonctionne pas. Donc comme quoi, hein, toutes les versions possibles imaginables d'un seul matériel peut faire qu'on a l'impression d'avoir le bon, mais en fait il manque un petit bout, et il faut toujours vérifier. C'est vraiment, c'est assez pénible d'ailleurs, hein, ça, parce que c'est pas très clair hein, dans les docs, tout ça. Enfin bref. Donc voilà, alors là on peut voir un peu plus près les broches, hein, tout ce système de connexion via le circuit imprimé qui est découpé. Ça je déteste ça, hein. C'est pas fait pour être démonté. Heureusement, grâce au système de soudure à bas point de fusion, on peut démonter ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de démonter ça sans tout détruire. Parce que, faut bien voir que bon, ça, ce sont des pistes de circuit imprimé. En plus, elles sont isolées, elles sont sur un petit bout comme ça, donc elles ont vite fait de chauffer très fort, de monter directement à la température de fer soudé, et donc de se décoller. En plus, ça, c'est du verre époxy, il suffit de le chauffer, et au milieu, là, en bout, là, on a vite fait de se retrouver avec quelque chose qui est en chou-fleur, parce que les feuilles de fibre de verre du circuit se décollent, et pouf, mais ça va très vite, hein. Ça se déforme, ça fait un chou-fleur au bout, et puis le machin, il est prêt à tomber, quoi. C'est super fragile, et la maintenance de ça est vraiment difficile. Mais là, bon, là, il n'y a aucun problème, elles sont pas nettoyées, donc il reste de la soudure basse température, donc ça, va falloir que je les nettoie avant de les remettre. Mais bon, il a fallu quand même démonter deux connecteurs comme ça pour pouvoir réparer la lime. De toute façon, j'étais obligé de l'alimenter parce qu'une lime comme ça, c'est devenu introuvable. Voilà. Donc, ben voilà, j'ai fait un peu le tour de toutes les étapes de réparation de ça, hein. Bon, je ne l'ai pas fait en temps réel parce que à chaque fois c'était l'inconnu pour la suite, donc c'est plus facile pour moi après coup. C'est pas toujours aisé de faire une réparation en temps réel quand les étapes inattendues déboulent les unes derrière les autres, et puis quand ça s'étale sur le temps, c'est assez délicat. Mais bon, je pense que c'est intéressant de voir tous les aspects qui sont abordés quand on attaque ce genre de truc. Et on se rend compte que ben, dépanner une alim, c'est pas forcément juste changer les capas. Surtout dans des alims comme ça, finalement, je me rends compte que c'est de moins en moins souvent qu'on change les capas et c'est de plus en plus souvent qu'on se retrouve avec des pannes qui viennent des semi-conducteurs dues à des surtensions, des faux contacts, encore une fois. Hein, celle-là, la panne que j'ai, moi, mise, c'est dû à une sorte de court-circuit, mais fait avec un faux contact qui faisait des étincelles. Donc là, c'est quelque chose que les alimentations ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à gérer. Un court-circuit franc, ces aliments-là savent très bien gérer, il n'y a pas de problème. Mais des faux contacts avec un court-circuit, ça, elles savent très mal. Et d'ailleurs, là, ça a cramé cette puce-là. Donc voilà. Il a fallu la trouver, et heureusement, ben, c'était que ça. Heureusement, ça n'a pas abîmé les cartes d'acquisition. Alors là j'aurais été bien dans la merde. Mais bon, en général, un court-circuit vers la masse ne fait pas trop de dégâts. En général. Parce qu'on met à 0 volt. Donc ça fait beaucoup moins de dégâts qu'un court-circuit avec quelque chose qui est à une alimentation. Alors là, par contre, là, ça peut être très 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 vite. Mais ce qui ne veut pas dire qu'un court-circuit à la masse ne détruit rien, la preuve. Mais disons que ça détruit beaucoup plus difficilement une carte avec de la logique, des choses comme ça. Voilà, donc bon, ben, pas mal de choses, hein, puis heureusement, ben, cet oscilloscope ben, va repartir cette semaine vers son propriétaire, et puis on va voir là-bas ce qu'on va pouvoir faire. Je vais prendre la caméra, je vais voir si je peux filmer des trucs, montrer des choses intéressantes, et puis ben, voilà, ben, à la prochaine.